Bien. Alors, sachez que dans ce cours, nous allons effectuer une petite excursion au cœur de la savane. Alors, majoritairement africaine, certes, mais pas seulement. Et les espèces que nous allons découvrir partagent toutes un point, c'est qu'elles proviennent d'environnements qui joignent autant la densité végétale du biotope tropical humide et la chaleur étouffante du biotope aride. Bien, alors commençons sans plus attendre notre périple sur le sol africain avec la rencontre de la première espèce. Il s'agit d'ailleurs du varan des savanes. Alors avant toute chose, je souhaiterais vous afficher une carte au tableau. Donc c'est une carte sur laquelle nous pouvons apercevoir les différentes zones dans le monde, du moins les localisations géographiques du biotope subdésertique, soit de la savane. Alors nous pouvons observer différents cercles de couleurs sur la carte. En fait, ce sont uniquement les lieux d'habitation, de distribution des espèces que nous allons voir dans ce cours. Donc on commence avec le varan des savanes. Alors, originaire du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Tchad et d'une dizaine d'autres pays d'Afrique, le varan des savanes, de son nom scientifique Varanus exanthematicus, est une espèce qui couvre une grande partie du continent africain, comme vous pouvez le voir. Concernant son biotope, étant diurne et principalement terrestre, il faut savoir que le varan des savanes fréquente majoritairement des prairies et des savanes, comme son nom l'indique. Il apprécie d'ailleurs vivre sous une atmosphère plutôt chaude et aride, bien qu'il soit tout de même capable de survivre au climat sec, et ce pendant la saison sèche. Alors la journée, la température avoisinera les 35 voire 40 degrés, sous une hygrométrie comprise entre 10 et 20% pour la saison sèche et de 60 à 70% pour la saison des pluies. Et pour ce qui est des températures nocturnes, elles seront tout simplement comprises entre 20 et 25 degrés. Ainsi, si vous êtes amené à héberger cette espèce chez vous, bien entendu, il faudra vous munir d'un système de chauffage et d'éclairage adapté à ses besoins, ainsi qu'un hébergement favorable à son développement. Bien, alors, réputé pour être un lézard plutôt intelligent, il faut savoir que le varan des savanes est majoritairement brun olivâtre, voire gris, avec des petites taches blanches réparties tout le long de son corps, alors plus ou moins visibles d'un individu à un autre, certes, sachant que ces taches auront tendance à se ternir avec l'âge. Sa langue, quant à elle, donc bifide, est de couleur bleue et il l'utilise pour alimenter son organe chimiosensible de Jacobson, comme la plupart des serpents ou certains autres grands reptiles. Alors suite à sa taille comprise entre 80 et 130 cm de long à l'âge adulte, c'est une espèce qui est adepte des espaces et des environnements, disons, relativement vastes et stimulants. C'est pourquoi, dans le cadre d'une captivité, il faudra veiller à lui offrir assez d'espace pour qu'il puisse correctement se développer. D'ailleurs, il possède également une longévité comprise entre 15 et 20 ans, ce qui n'est pas non plus à négliger. Il est donc impératif de bien se renseigner au sujet de cette espèce avant d'entamer tout type de démarche d'adoption. Pour finir sur le sujet de ses caractéristiques, on peut également noter que les mâles possèdent une tête légèrement plus carrée ainsi qu'un museau moins incisif que les femelles. Voilà, c'est une petite information qui concerne leur dimorphisme sexuel
qui est assez intéressant à prendre en compte. Concernant son régime alimentaire, eh bien plutôt opportuniste, le varan des savanes est majoritairement insectivore dans son milieu naturel. Cependant, en captivité, il pourra davantage se nourrir d'œufs et de viande. Alors parmi les différents aliments que nous pouvons lui donner en captivité, eh bien, nous retrouvons les criquets, les grillons, les blattes, les vers de farine, des vers de terre, les escargots, les œufs de caille, des souriceaux, des petites souris, du cœur de bœuf ou encore certains abats. De toute façon, il y a des grandes listes sur internet qui sont à votre disposition. Alors, si vous lui donnez des œufs crus, permettez-moi tout de même de vous donner un petit conseil. C'est qu'il faudra effectuer le nourrissage en dehors du terrarium afin d'éviter tout type de contamination de salmonelle. Alors, si vous ne pouvez pas vous le permettre, eh bien, n'hésitez pas de faire cuire les œufs sous forme d'omelette, tout simplement, et avec la coquille pour le coup. Déjà, puisque les varans des savanes en raffolent, et puis aussi puisque c'est plutôt bon pour sa santé en captivité. Alors bien entendu, il me semble également important de vous rappeler qu'il est hautement recommandé de conserver une température elle-même comprise entre 35 et 40 degrés après le nourrissage, afin de faciliter la digestion. N'oublions pas que c'est un reptile, donc un animal ectotherme. N'oubliez pas également que le varan des savanes est assez gourmand et qu'il a tendance à se suralimenter, étant habitué à certaines périodes de disette dans son milieu naturel. C'est pourquoi en captivité, eh bien, certains jeunes seront les bienvenus. Pour ce qui est de la reproduction maintenant, eh bien, il faut savoir que cette espèce s'accouple durant le mois de janvier. Et lors de la ponte, qui elle-même comprendra en moyenne une quinzaine, voire une vingtaine d'œufs, eh bien, la femelle va enterrer ou tout simplement déposer ses œufs dans une zone plutôt discrète. Et ces œufs vont mesurer en moyenne 65 mm de longueur sur 35 mm de largeur. Et ils passeront d'ailleurs environ 180 jours à incuber sous une température comprise entre 27 et 32 degrés avant de laisser place à des juvéniles mesurant pour leur part 15 cm de long. Bien, pour finir sur cette espèce, eh bien, le varan des savanes figure en annexe 2 de la Convention de Washington ainsi qu'en annexe B du règlement CE. Ainsi, chaque varan importé en Europe possède un numéro site ou du moins devra l'avoir. De plus, le varan des savanes est soumis au CDC dès lors que le nombre d'individus en captivité dépasse 25. Alors c'est assez important certes, mais il me semble quand même important de le souligner. Bien, alors poursuivons à présent notre excursion africaine par la découverte d'une nouvelle espèce. Il s'agit de la Synyxis rongée. Vous allez voir, c'est une tortue assez particulière. Alors, originaire des forêts primaires d'Afrique, il faut savoir que la Synyxis rongée a été découverte par Schweigger en 1812. Il s'agit d'ailleurs d'une tortue que l'on retrouve en Sierra Leone, en Angola, au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun ainsi qu'une dizaine d'autres pays d'Afrique, tout comme le varan des savanes que nous venons de voir à l'instant. Alors, il s'agit d'une espèce peu connue. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je tente de la décrire aujourd'hui dans ce cours. Bien que l'on possède peu de connaissances à son sujet, j'ai tout de même réussi à vous dénicher quelques informations la concernant, notamment auprès d'ouvrages herpétologiques. Alors, peu publiés à mon goût, mais c'était tout de même ça de prix. Alors, ce qu'il faut savoir à son sujet, eh bien tout d'abord, la répartition géographique de la Synyxis rongée est associée à celle des forêts primaires d'Afrique, comme je vous le disais, où elle se baigne d'ailleurs régulièrement dans de petits points d'eau. Elle est adepte des milieux marécageux et il arrive d'observer la présence de sangsues sur ses parties molles.
Concernant ses caractéristiques, eh bien, c'est assez simple, puisque c'est une espèce qui se caractérise par une carapace plutôt allongée, hein, ça va de soi, avec une couleur dominante se rapprochant du brun, plus ou moins sombre selon l'individu, hein, c'est souvent pareil pour les tortues. Ses parties molles, quant à elles, abordent des tons bruns, voire gris. Ses écailles marginales étant relevées en font son originalité, comme vous pouvez l'observer. Alors chez les mâles, le plastron quant à lui est concave, tandis qu'il demeure plat chez les femelles. La queue du mâle est également plus épaisse en sa base et ainsi plus longue, se terminant d'ailleurs par une griffe contrairement à la femelle. La femelle mesure 250 mm de long pour une largeur de 153 mm et une hauteur de 90 mm. Sa masse est estimée à 1,8 kg. Pour ce qui est du mâle, eh bien, il peut atteindre une longueur de 295 mm de long à l'âge adulte pour une largeur de 160 mm et une hauteur de 87 mm. Enfin, sa masse sera estimée à 2,3 kg. C'est assez important d'ailleurs. Alors d'après de récentes observations scientifiques effectuées en captivité à l'égard de cette espèce, eh bien, le mâle et la femelle ont tendance à se baigner de nombreuses fois durant la journée, qu'il arrive même de les voir dormir dans l'eau. C'est assez exceptionnel d'ailleurs. Bon, en dehors de leur petite baignade, c'est une tortue qui passe la majorité de son temps dans sa cachette, hein. C'est important de le souligner. Elle se déplace d'ailleurs peu, mais de manière quotidienne, surtout le matin, le soir et la nuit. Aucune anomalie comportementale n'a été observée jusqu'à ce jour, puisque le comportement de la Synnexis rongée, donc Kinixis erosa de son nom scientifique, demeure identique toute l'année. Aucune agressivité non plus n'a été notée entre la femelle et le mâle, même au moment des repas. D'ailleurs, le mâle accompagne souvent sa partenaire dans ses déplacements, sans pour autant lui manifester un quelconque intérêt. En d'autres termes, les accompagnements du mâle ne sont pas synonymes de tentative d'accouplement. Pour ce qui est de ses exigences en termes de maintenance maintenant, eh bien, sa discrétion, je dirais, et son extrême fragilité ont pu la préserver des motivations lucratives des trafics en tout genre. Bon, alors certainement du fait qu'elle est rare et issue des principaux pays africains exporteurs de reptiles. Bien. Concernant son régime alimentaire, eh bien, il faut savoir que la Synnexis rongée est majoritairement omnivore, hein. Dans son milieu naturel, elle se nourrit de champignons, de végétaux, de fruits, d'araignées, d'insectes également, de vers de terre, d'escargots et j'en passe. Cependant, en captivité, elle appréciera les champignons de Paris, les pleurotes, la banane, la mangue, les escargots, les vers de terre et souriceaux, sachant que son alimentation lui sera donnée 2 à 3 fois par semaine. Pour ce qui est de la reproduction maintenant, eh bien, sachez que selon l'état actuel de nos connaissances, eh bien, aucun accouplement et aucune ponte n'ont été observés. Alors nous pensons qu'il faudra être encore patient avant d'observer une reproduction réussie de cette espèce en captivité. Bon, ce qui est certainement le résultat de la période d'adaptation de ce spécimen à un environnement encore beaucoup trop étranger. Par contre, à l'état sauvage, les accouplements s'effectuent dès que les deux sexes se rencontrent, ce qui est souvent le cas pendant la saison des pluies d'ailleurs. Alors d'autant plus que durant cette période, l'activité des tortues est à la hausse. Ainsi, lors de leurs nombreux déplacements incessants, eh bien, ils augmentent leurs chances de rencontrer un partenaire. Les pontes de la Synnexis rongée sont étalées toute l'année, hein. Alors pour le moment, aucune femelle n'a été observée en train de creuser un trou pour y déposer ses œufs. Elle préfère généralement pondre une dizaine d'œufs sous un tas de végétaux. Les œufs, quant à eux, sont de forme allongée et ont une coquille dure et uniformément blanche. Ils mesurent d'ailleurs de 38 à 45 mm de long pour une largeur de 36 à 39 mm. La hauteur étant comprise entre 31 mm et 34 mm. De plus, les œufs pèsent en moyenne 30 grammes. Et à la naissance, les nouveau-nés se caractérisent par des écailles marginales
fortement dentelées, mais qui se lisseront avec l'âge. Alors, bien qu'elle ait pu être proposée à la vente, et ce à de maintes reprises, la Sinixis rongée n'est pas menacée par ce type de trafic. Pour autant, suite à la déforestation de certains sites, eh bien, son espace vital se voit rétrécir. C'est pourquoi elle demeure commune là où les forêts sont les mieux préservées, telles qu'en Afrique équatoriale par exemple. Alors une aubaine qu'elle soit familière des zones tropicales. Bien, il me semble avoir tout dit concernant cette espèce. Donc découvrons maintenant une nouvelle espèce. Nous restons d'ailleurs sur le sol africain puisqu'il s'agit de la vipère hortente, une espèce elle aussi emblématique du continent. Alors, originaire d'Afrique, elle peuple de nombreux pays et recouvre la plupart des pays ayant un climat subdésertique. Il s'agit d'ailleurs de l'une des espèces les plus répandues sur ce continent, sachant qu'une petite population a même été observée en Arabie. Alors, c'est une espèce qui peuple majoritairement les prairies, les reliefs rocheux ainsi que les forêts du continent. Concernant ses caractéristiques, c'est aussi assez simple puisqu'elle se caractérise par de multiples éléments tels que sa taille pour commencer, une taille qui peut atteindre en moyenne 1 mètre de long à l'âge adulte, d'une circonférence de 40 cm et d'une masse s'avoisinant autour des 6 kg, voire plus selon les sujets. Les mâles étant plus grands et plus larges que les femelles, se caractérisent également par une queue beaucoup plus longue. Alors selon la localisation géographique, la taille de ces serpents varie, telle que la vipère hortente d'Arabie Saoudite par exemple, qui ne mesure pas plus de 80 cm de long en général. Alors d'apparence plutôt massive, elle possède un corps relativement gros, d'autant plus que sa queue se termine très rapidement, ce qui amplifie son côté, disons, trapu. Alors comme chez de nombreuses espèces de vipères, la vipère hortente possède une tête relativement plate et de forme triangulaire. Sa tête étant plus large que son cou, se distingue par un museau plutôt arrondi ainsi que des yeux aux pupilles fendues à la verticale. La gueule est composée de 2 crochets très efficaces que nous observerons d'ailleurs lorsque nous serons sur le sujet du venin. Il me semble aussi important de vous dire que sa tête présente 2 barres obliques partant de chaque œil. Alors, l'une étant dirigée vers la bouche et l'autre vers le cou. Le dessous de sa tête, quant à lui, est blanc voire jaunâtre avec de petites taches sombres. Et pour ce qui est des iris, elle varie du gris au doré. Composée de grandes écailles fortement carénées et nervurées d'ailleurs, cette espèce se reconnaît par un corps allant du jaune au rouge ou encore du brun orangé au brun clair. Le dos, quant à lui, est pour le coup assez particulier. En effet, il est composé de 18 à 22 motifs en forme de chevron ou de U, de couleur brun avec de petites bandes noires. Cependant, certaines populations ont été observées avec un coloris moucheté, donc un coloris de couleur, disons, brun et noir, donnant un aspect plutôt poussiéreux à l'animal. Donc certainement un moyen de mieux se camoufler dans son milieu naturel. Le ventre se caractérise pour le coup par une couleur qui varie du jaune au blanc, elle-même composée de quelques petites taches. Alors pour le coup, les sujets adultes vivant dans l'est ainsi que le sud de l'Afrique sont en général plus contrastés et composés de motifs basés sur le jaune et le noir. Mais dans l'ensemble, la plupart des populations présentent une coloration peu contrastée.
Si vous en croisez une durant une expédition africaine, il peut vous arriver de l'entendre siffler, alors très bruyamment d'ailleurs, hein. Si c'est le cas, il s'agit là d'une réaction normale, puisqu'elle aura sûrement été dérangée, d'autant plus qu'avec le sifflement, elle n'hésite pas à s'enrouler sur elle-même, en laissant sa tête sortie dans une posture défensive, protégeant ainsi son corps tout en permettant de mordre le prédateur en face d'elle. Alors d'ailleurs, en parlant d'une morsure, sachez qu'elle peut frapper avec une vitesse assez importante, donc aussi bien de face que sur le côté, puis de retourner en position défensive afin de se préparer à frapper de nouveau. Donc elle est capable d'effectuer une morsure à une distance d'environ 1/3 de sa longueur totale. La force de l'impact est si importante que ces crochets à venin peuvent pénétrer les proies en profondeur, y compris à travers les cuirs les plus épais. D'ailleurs, les petites proies sont plus souvent tuées par le traumatisme physique qui résulte de l'attaque plutôt que par le venin. Son venin étant cytotoxique, elle est capable d'injecter une dose létale comprise entre 180 et 750 mg dans l'organisme de ses victimes, sachant que la dose létale médiane en injection hypodermique chez la souris est comprise entre 4 et 7 mg par kilo. Donc bien entendu, elle n'attaque que lorsqu'elle se sent menacée et en général, elle avertit avant d'attaquer puisque les sifflements sont en réalité l'avertisseur sonore. Pour terminer sur le sujet de ses caractéristiques, eh bien, il faut savoir que la vipère heurtante est principalement nocturne, bien qu'elle puisse aussi devenir diurne selon la température. Donc c'est une espèce qui se déplace plutôt lentement et de façon rectiligne grâce à ses larges écailles ventrales. Cependant, elle peut aussi se déplacer en S, hein, c'est important de le souligner. Donc en S comme de nombreuses autres espèces de serpents, lui permettant ainsi d'obtenir une vitesse un peu plus élevée. Bien. Alors pour ce qui est de son régime alimentaire, il faut savoir qu'elle se nourrit majoritairement de petits mammifères, d'oiseaux, d'amphibiens puis de lézards. Et suite à son imposante apparence, eh bien vous vous en doutez qu'elle préfère généralement attendre ses proies plutôt que de les chasser en embuscade. Alors, je pense que ça va de soi, quoi. Concernant le sujet de sa reproduction, eh bien notez que les femelles sont vivipares et produisent des phéromones afin d'attirer les mâles. Elle donne d'ailleurs naissance à de nombreux petits, soit de 50 à 60 juvéniles environ. Et plus la femelle sera grande, et plus elle pourra donner naissance à un grand nombre de petits. Mais sachez que ce n'est pas la seule espèce à avoir peuplé une bonne partie du continent, puisque l'espèce que nous allons voir maintenant possède elle aussi des caractéristiques qui lui sont propres. L'Agama agama, de son nom commun l'agame des colons, est une espèce originaire d'Afrique. Elle est d'ailleurs considérée comme une espèce invasive puisqu'elle a peuplé de nombreux pays du continent et ce aussi bien dans la savane que dans les villages. Il faut savoir que l'espèce a également été introduite au Cap-Vert, à Madagascar, aux Comores et à La Réunion. D'ailleurs, en ce qui concerne La Réunion, eh bien, il faut savoir que l'agame des colons a été reconnue comme étant vraiment invasive et susceptible de mettre en danger la population du gecko endémique de son nom scientifique Phelsuma inexpectata. Alors c'est une espèce qui se développe sous une température comprise entre 24 et 45 degrés le jour, puis une température comprise entre 20 et 22 degrés la nuit.
Pour ce qui est de l'hygrométrie, eh bien c'est assez simple, puisqu'elle est comprise entre 30 et 50%. La gamme des colons se caractérise par une taille de 40 cm en général, sachant que la queue mesure déjà 26 cm de long, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Il est recouvert d'écailles ainsi que de petites formations épineuses sur la nuque et autour des tympans. Donc le mâle se distingue par une coloration brune, parfois bleutée, avec deux marques rouges, une marque qui recouvre la tête, tandis que l'autre se situe au milieu de sa queue. La femelle, quant à elle, est brune et grise, avec les flancs recouverts d'une bande orangée. Donc c'est un animal principalement diurne, qui est habitué à se thermoréguler dès le matin, ce aux premières heures où le soleil fait son apparition. D'ailleurs, c'est à ce moment-ci que sa couleur brune nocturne laisse place à des couleurs, disons, beaucoup plus vives. Pour ce qui est de ses yeux, eh bien, ils sont protégés par une écaille transparente, comme chez certains autres sauriens. À la nuit tombée, la gamme des colons se loge dans un terrier ou sous un arbuste. Enfin, sachez qu'ils vivent généralement en groupe, lui-même composé d'une dizaine d'individus. Généralement avec un mâle dominant, des femelles et des juvéniles. Ce sont des animaux territoriaux, puisque les mâles n'hésitent pas à se percher sur un rocher afin de surveiller leur territoire. Donc un comportement assez intéressant chez cette espèce. En ce qui concerne leur régime alimentaire, eh bien c'est assez simple puisque ce régime est principalement omnivore. Donc il est composé de végétaux, d'invertébrés, voire occasionnellement de petits vertébrés, tels que des oiseaux. C'est d'ailleurs certainement pour cela qu'il s'agit d'une espèce ayant réussi à peupler un territoire relativement vaste. Si vous décidez d'élever cette espèce en captivité, eh bien c'est une espèce qui appréciera un régime alimentaire majoritairement insectivore, qu'on se le dise, tels que des grillons, des blades, des sauterelles ou encore des vers en tout genre. Au sujet de la reproduction maintenant, eh bien, il est important de savoir que les femelles sont ovipares et pondent généralement de 5 à 10 œufs au début de la saison des pluies. D'ailleurs, au cours de la gestation, il n'est pas rare d'apercevoir des traits rougeâtres sur les flancs de la femelle. Donc comme j'ai pu vous le dire, la gamme des colons est considérée comme étant une espèce invasive. D'ailleurs, d'après certaines études, eh bien, son expansion géographique à Grande et Comores pourrait menacer l'espèce d'iguane locale, de son nom scientifique Opplurus de Cuvier. À La Réunion, l'Agama agama s'alimente d'oiseaux, d'invertébrés et de lézards locaux, ce qui peut causer de graves soucis environnementaux. C'est vraiment important de le souligner, je pense, notamment suite à la présence du gecko endémique, comme je vous le disais. Bon, il me semble avoir tout dit concernant cette espèce, donc intéressons-nous maintenant à une nouvelle espèce. Elle cohabite d'ailleurs avec la Synixis rongée, c'est aussi une tortue terrestre, puisqu'il s'agit de la Synixis de Home maintenant. Donc originaire du Congo, du Cameroun, du Nigeria, du Bénin et de quelques autres pays d'Afrique, la Synixis de Home est une espèce peu connue à ce jour et les données scientifiques qui la concernent sont extrêmement minces. C'est vraiment important de le savoir. Alors il est vrai que j'aurais pu ajouter la description de la Synixis de Home dans la liste des espèces originaires des régions tropicales. Cependant, la Synixis de Home étant majoritairement originaire des pays semi-tropicaux et
semi-désertique. Je me devais bien entendu de l'ajouter dans les descriptions des espèces habitant ou avoisinant les savanes. Alors sachez que la Sinixis de Home partage son habitat avec la Sinixis rongée, donc une espèce qu'on a vue tout à l'heure. Et il s'agit d'une espèce qui peuple majoritairement les forêts primaires ainsi que certains marécages. Concernant les caractéristiques, eh bien, il est important de savoir que la Sinixis de Home se caractérise par une carapace, disons, plutôt allongée, avec certaines écailles marginales remontant vers le haut. La dossière est composée de nuances brunes, voire grises, et ce, selon les sujets. Son plastron, quant à lui, eh bien, est plutôt clair et présente certains motifs qui varient du brun au noir. Ses parties molles, soit sa tête, ses pattes et sa queue, sont entièrement gris, voire brun. De plus, sa tête est sûrement moins claire que celle de la Sinixis rongée, mais elle présente tout de même quelques éclaircies jaunâtres sur cette dernière. Enfin, c'est une tortue qui ne dépasse pas 22 cm de long à l'âge adulte. Concernant son régime alimentaire, eh bien c'est assez simple, puisque c'est une espèce qui est omnivore et qui se nourrit de champignons, de végétaux, de fruits, d'araignées, d'insectes, de vers de terre, d'escargots et bien d'autres encore. Tout comme la Sinixis rongée, eh bien en captivité, elle appréciera les champignons de Paris, les pleurotes, la banane, la mangue, les escargots, les vers de terre et les souriceaux. Pour ce qui est de la reproduction maintenant, eh bien, il me semble important de vous dire que la Sinixis de Home dépose de 1 à 4 œufs lors de la ponte. Ces derniers d'ailleurs mesurent 46 mm de long pour une largeur de 35 mm et la durée d'incubation quant à elle est comprise entre 89 et 121 jours. Alors pour en finir avec cette espèce et avec le peu de documentation que nous avons à son sujet, eh bien on estime que sa population n'est pas grandement menacée par le trafic de la faune sauvage. Cependant, tout comme pour la Sinixis rongée, eh bien, la déforestation de certains sites pourrait venir impacter le bon maintien de l'écosystème dont elle fait partie et dont elle est dépendante selon ses besoins vitaux. Alors bien entendu, parmi toutes les espèces que nous venons de voir, eh bien, certaines partagent leur milieu naturel avec une espèce très surprenante puisqu'il s'agit du cobra du Cap et qui est la prochaine espèce que nous allons voir ensemble. Alors, originaire d'Afrique australe, le cobra du Cap se rencontre en Afrique du Sud, dans toute la province du Cap, dans le sud de la Namibie, le sud-ouest du Botswana, l'ouest du Lesotho et le sud du désert du Kalahari. Alors, contrairement aux autres cobras d'Afrique, eh bien, le cobra du Cap possède une aire de répartition géographique moins vaste. Cependant, il a tout de même la capacité de vivre dans une variété d'habitats différents. Son habitat préféré étant la brousse, la garrigue du désert du Karoo, la savane aride, le désert du Namib et enfin le désert du Kalahari. Donc on le retrouve également dans les terriers de rongeurs, dans des termitières abandonnées, des crevasses ou encore sous des rochers. De plus, dans les régions tempérées, telles que les régions arides du Karoo, eh bien, il est souvent présent le long des rivières et le long des cours d'eau. Alors concernant ses caractéristiques, eh bien, il faut savoir que le cobra du Cap, de son nom scientifique Naja nivea, est une espèce diurne qui atteint une taille comprise entre 1,2 et 1,4 m de long à l'âge adulte. D'ailleurs, les mâles sont en général légèrement plus grands que les femelles. En Afrique du Sud, eh bien, le cobra du Cap est également connu sous le nom de Gilslang, qui signifie le serpent jaune, et
Bruni-Capel, signifiant le cobra marron. Alors d'un individu à un autre, la coloration de sa robe varie, du jaune au brun doré ou encore du brun foncé au noir. Alors ces variations de couleurs peuvent être liées aux localisations des différents sujets, tout comme la présence de certaines taches variant du noir au blanc. Pour autant, des populations de cobras du Cap possédant de nettes différences de couleurs entre individus ont déjà été observées aux mêmes endroits et en même temps. Bon. Les juvéniles, quant à eux, possèdent une gorge plutôt sombre s'étendant vers le bas du ventre et sur la largeur d'une dizaine d'écailles ventrales. Alors cette couleur disparaît progressivement au cours de la première année, mais lorsqu'elle est visible, eh bien, elle contribue à faire confondre les jeunes cobras du Cap avec le cobra cracheur. Alors en dehors de la période d'accouplement, il faut savoir que le cobra du Cap est une espèce relativement calme par rapport aux autres serpents venimeux d'Afrique. Bon, pour autant, lorsqu'il est dérangé, eh bien, il n'hésite pas à se dresser puis à déployer sa coiffe tout en sifflant bruyamment afin d'impressionner son rival. Il n'hésite pas d'ailleurs à mordre afin d'injecter son venin s'il se sent en danger. Alors le venin du cobra du Cap étant constitué d'une neurotoxine postsynaptique puissante, pouvant également contenir des substances cardiotoxiques. En d'autres termes, en cas de morsure, eh bien, vous risquerez d'être touché au système respiratoire, au système nerveux ainsi qu'au cœur. Bon, mieux vaut éviter de se faire mordre en tout cas. La DLC 50 par intraveineuse d'une souris, soit la dose létale engendrant la mort de 50% est de 0,5 mg par kilo, sachant que ce serpent injecte en moyenne 100 à 150 mg de venin par morsure. Le taux de mortalité chez l'homme pour des morsures non traitées n'est pas précisément quantifié, mais il est tout de même considéré comme étant élevé. C'est vraiment important de le souligner, je pense. Pour autant, une bonne assistance respiratoire ainsi qu'une bonne prise en charge des symptômes, eh bien, les victimes peuvent s'en sortir tout de même. Bon, encore faut-il que la victime ait le temps de se rendre à un centre de secours, lui permettant ainsi de lui administrer un antivenin, puisqu'en cas de grosse morsure, eh bien, le sujet peut mourir sous quelques heures. Bien. Alors pour ce qui est de son régime alimentaire maintenant, eh bien, il faut savoir que le cobra du Cap possède une alimentation variée qui comprend des rongeurs, des lézards, des oiseaux, des charognes et d'autres serpents. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir concernant son alimentation. Pour ce qui est de la reproduction, eh bien, c'est une espèce qui est ovipare et qui va se reproduire courant septembre et octobre. La période de gestation d'ailleurs est estimée à 42 jours. Et la femelle pond généralement entre 10 et 15 œufs dans un trou d'une termitière abandonnée par exemple, et ce sous une atmosphère chaude et humide. Alors la période d'incubation, elle, est comprise entre 65 et 70 jours sous une température d'environ 30 degrés. Les œufs mesurent 60 mm de long pour une largeur de 25 mm et à la naissance, eh bien, les nouveau-nés mesurent entre 34 et 40 cm de long. Enfin, pour terminer avec cette espèce, eh bien, sachez que le cobra du Cap s'aventure parfois dans les villages, les banlieues partiellement développées et autres types d'habitations, ayant pour but de se faufiler dans les maisons à la recherche de fraîcheur puis de rongeurs. Alors le fait qu'il soit ainsi au contact direct de l'homme peut s'avérer dangereux autant pour lui que pour nous, bien entendu. Bien, alors jusqu'à présent, comme vous pouvez le constater, nous avons essentiellement rencontré des reptiles, mais qu'en est-il des amphibiens? Alors si je devais choisir une espèce d'amphibien emblématique d'Afrique et plus précisément de la savane, eh bien ce serait sans hésiter la grenouille taureau africaine. Il s'agit d'ailleurs de la prochaine espèce que nous allons voir ensemble.
Alors, originaire d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est, la grenouille taureau africaine est présente dans pas moins de 10 pays africains. Habitant de la savane sèche, elle affectionne particulièrement les petits points d'eau formés par les fortes pluies ainsi que les espaces relativement humides entre quelques espèces végétales. Bon. Néanmoins, les périodes d'extrême sécheresse peuvent durer pendant longtemps, comme au désert du Kalahari par exemple, où la sécheresse peut durer plus d'1 an avec des températures avoisinant les 40 degrés l'été et des températures négatives durant l'hiver. Donc face à de telles conditions climatiques, eh bien, la grenouille taureau n'hésite pas à hiberner pendant plusieurs mois avant de retrouver une activité convenable lorsque les pluies reviennent et que les températures lui semblent, disons, favorables. Alors concernant ces caractéristiques, eh bien, c'est relativement simple puisque la grenouille taureau africaine, donc de son nom scientifique Pexicephalus adserpersus, est considéré comme étant le deuxième plus grand amphibien du monde. Alors, le plus grand étant la grenouille Goliath. Donc il faut savoir que chez cette espèce, le mâle peut atteindre une longueur maximale de 24,5 cm du museau au cloaque et représenter une masse corporelle de 1,4 kg. C'est impressionnant d'ailleurs. Tandis que la femelle sera beaucoup plus petite et moins imposante, puisqu'il est rare d'en croiser une mesurant plus de 12 cm de long. Bon. Alors c'est une espèce qui se caractérise par un corps assez imposant, massif et trapu, avec une large tête et un court museau, possédant d'ailleurs une grande et très puissante gueule composée d'une langue repliée sur elle-même, ainsi que de petites excroissances osseuses en forme de petites dents pointues, très utilisées lorsqu'elle chasse. Bon, quant à ses pattes, eh bien, elles sont d'une musculature sans précédent, hein, reconnaissons-le. Le reste de son corps, lui, est recouvert d'une tubercule ainsi que de crêtes cutanées longitudinales plus ou moins importantes d'un individu à un autre. Ses yeux, quant à eux, eh bien, sont plutôt grands, composés d'une pupille noire horizontale avec la présence d'un iris vert olive lui-même traversé par un trait de couleur noire. De plus, eh bien, cette grenouille se distingue par une couleur qui varie du vert olive au brun, par un ventre nuancé de jaune, du moins du jaune clair, voire blanc cassé, et par une couleur jaune orangée au repli des membres antérieurs. Pour ce qui est des juvéniles, eh bien, ils possèdent une couleur dominante verte composée de taches noires ou brunes avec de petites lignes vertes leur traversant le corps. Qui plus est, lorsque cet amphibien se sent menacé, eh bien, il gonfle son corps et émet un mugissement rappelant étrangement celui du taureau, ce qui explique à présent le nom que nous lui avions donné. Si son rival continue de le déranger, eh bien, la grenouille taureau sera en mesure de se jeter sur lui, puis ira jusqu'à le mordre. Enfin, en captivité, c'est une espèce qui peut vivre jusqu'à 40 ans, c'est assez important quand même, tandis qu'à l'état sauvage, elle ne dépasse rarement les 25 ans. Bien. Alors en ce qui concerne son régime alimentaire, eh bien, il faut savoir qu'elle est plutôt opportuniste et surtout carnivore. La grenouille taureau se nourrit d'insectes, d'amphibiens, d'oiseaux et de petits mammifères qui viendraient du moins à passer à sa portée. Alors si vous décidez d'élever cette espèce en captivité, sachez qu'elle appréciera un régime alimentaire riche en insectes ainsi qu'en souriceaux. Bien qu'il faudra veiller à surveiller sa masse corporelle afin d'éviter tout type de surnutrition. Pour ce qui est de la reproduction maintenant, eh bien, il est bon de savoir qu'elle commence lorsque les fortes pluies débutent. La plupart des mâles se rendent vers un grand point d'eau, donc en général peu profond, et ils poussent des cris afin d'inciter les femelles
à s'accoupler avec eux. Alors le centre du point d'eau étant majoritairement composé de grands mâles dominants, tandis que le côté du point d'eau accueille plutôt les jeunes. Alors plutôt agressifs comme espèce, les mâles n'hésitent pas à s'affronter afin de laisser les plus faibles sur le bord de la mare, quitte à les tuer. Les femelles, quant à elles, se regroupent au centre afin de s'accoupler avec les mâles les plus imposants. Elles pondent ainsi à un endroit avant que les mâles y laissent leurs semences. Généralement, le mâle dominant responsable de la plupart des accouplements reste près du lieu de reproduction pendant plusieurs semaines après l'accouplement afin de surveiller les têtards pour que ces derniers puissent se développer en toute sécurité. Bien. Pour finir, eh bien, c'est un animal qui montre une assez grande capacité d'adaptation, on peut le reconnaître. En revanche, il ne tolère pas les changements environnementaux causés par l'activité humaine ainsi que par l'urbanisation. C'est pourquoi, suite à cette diminution de leur espace de vie, eh bien, leur population diminue d'année en année. Bien, alors poursuivons notre excursion avec la troisième espèce de tortue, puisqu'il s'agit de la Synyxis de Belle de l'Ouest. Alors bien qu'il s'agisse d'une tortue peu connue et avec le peu de certitude concernant sa répartition générale que nous avons, eh bien je vais tout de même tenter de vous décrire cette espèce aujourd'hui, du moins de vous en faire une idée. Alors selon l'état actuel de nos connaissances, eh bien, il faut savoir que la Synyxis de Belle de l'Ouest est une tortue qui se retrouve dans la savane africaine et plus précisément en Afrique de l'Ouest, telle qu'au Sénégal, en Sierra Leone, au Burkina Faso, au Bénin, ainsi qu'une dizaine d'autres pays. Contrairement à la Synyxis rongée et à la Synyxis de Home, eh bien, la Synyxis de Belle de l'Ouest, de son nom scientifique Kinixis bellianano-gueyi, n'est pas adepte des forêts présentant un fort taux hygrométrique. En effet, la plupart des observations ayant été effectuées sur cette dernière démontrent qu'elle préfère davantage vivre dans les environnements moins humides, tels que des forêts claires ou en pleine savane, tout simplement. Néanmoins, certains cours d'eau ont tout de même été observés dans son milieu naturel. D'ailleurs, c'est une espèce qui est plutôt active durant la saison des pluies et qui demeure engourdie durant toute la saison sèche, que ce soit dans un tas de végétaux, enfouis dans la litière des forêts claires ou encore dans une galerie souterraine, tout simplement. Concernant ses caractéristiques, c'est assez simple, puisqu'ayant une carapace de forme allongée, eh bien, la Synyxis de Belle de l'Ouest se caractérise par une carapace également arrondie. C'est une tortue qui ne dépasse rarement les 22 cm de long à l'âge adulte. Elle se distingue par des couleurs qui varient du brun foncé au brun clair et qui présentent de légères nuances plus ou moins noires sur la dossière. Son plastron, quant à lui, est généralement clair. Ses parties molles, telles que sa tête, ses pattes et sa queue, sont entièrement gris, voire brun clair. De plus, sa tête possède une tache jaunâtre au niveau du bec, plus ou moins présente d'un individu à un autre. Enfin, les juvéniles seraient généralement plus clairs que les adultes, et ce, quelle que soit leur localisation géographique. Alors d'après certaines observations effectuées sur la Synyxis de Belle de l'Ouest,
du moins en captivité, eh bien, il s'avérait qu'il s'agit d'une espèce assez craintive et discrète. Principalement active le matin et en soirée, elle reste néanmoins calme et enfouie dans un coin de son terrarium. De plus, il a été observé qu'elle appréciait les petits points d'eau et elle avait pour habitude de s'y baigner pendant de longues périodes. Il existe également une hiérarchie chez cette espèce qui se traduit par la domination d'un ou plusieurs individus au sein d'un groupe. Bon, alors ce phénomène est particulièrement visible lorsqu'il s'agit d'un groupe composé exclusivement de femelles. En effet, là où les dominés auront assez de mal à accéder à la nourriture si les dominantes y sont rendues et devront se contenter de manger les restes seulement lorsque la place sera libre. Ainsi, si vous êtes amené à élever cette espèce en captivité, eh bien, il est recommandé d'installer plusieurs aires d'alimentation afin que toutes les tortues puissent correctement se restaurer. Concernant son régime alimentaire, eh bien, il faut savoir que la Synnexis de Belle de l'Ouest est omnivore. Donc son régime alimentaire est majoritairement constitué de plantes, de fruits, de baies, de champignons et divers invertébrés. En captivité, elle appréciera les végétaux, les fruits, les champignons de Paris, les escargots, les vers de terre et les souriceaux. Alors, la fréquence à laquelle elle se nourrira dépendra du biotope que vous aviez recréé dans son terrarium. En effet, plus l'atmosphère recréée sera en lien avec la saison des pluies, plus elle se nourrira. Qui plus est, la consommation des proies vivantes au tout début de la saison humide possède une influence décisive sur la reproduction de l'espèce puisqu'elle permet aux tortues d'optimiser leurs réserves énergétiques et d'assurer également la production des œufs. Alors d'après nos résultats scientifiques obtenus en captivité, il faut savoir que la reproduction de cette espèce a été effectuée avec succès. En effet, les tortues ont été séparées dans 3 terrariums, dont un pour les mâles et 2 pour les femelles. Afin de provoquer les accouplements, eh bien, les individus des 2 sexes ont été réunis de mai à novembre, sachant que 2 mâles ne sont jamais mis ensemble dans un même bac. Je pense que c'est important quand même de le souligner. À partir du mois de mai, et avec une vaporisation importante permettant ainsi d'augmenter l'hygrométrie, eh bien, l'augmentation d'activité des tortues a été soudaine parce qu'une telle humidité eh bien, stimule les ardeurs sexuelles du mâle. D'ailleurs, l'activité sexuelle du mâle augmente progressivement parmi les semaines et les tentatives d'accouplement augmentent de juillet à octobre. Se poursuivent même jusqu'en janvier pour certaines. La femelle se nourrit abondamment les semaines qui précèdent la ponte et stoppe toute prise alimentaire quelques jours avant sa ponte. Bon, d'ailleurs, cette dernière s'effectue en octobre pour les plus précoces et entre décembre et janvier pour la majorité des femelles de cette espèce. Alors la ponte est composée de 2 à 6 œufs. Ces derniers mesurent entre 38 et 45 mm de long pour une largeur comprise entre 30 et 34 mm. La masse quant à elle varie entre 14 et 30 grammes. La durée d'incubation en captivité varie de 120 à 170 jours et l'éclosion se déroule sur 1 ou 2 jours. À la naissance, les juvéniles mesurent entre 35 et 40 mm de longueur pour une largeur de 31 à 40 mm et une masse comprise entre 9 et 21 grammes. D'ailleurs, sachez que les nouveau-nés n'ont pas la partie postérieure de leur dossier articulé, contrairement aux adultes, puisque la charnière apparaît généralement à l'âge de 3 ans. Alors pour conclure avec cette espèce, sachez que la femelle perd entre 10 et 15% de son poids initial au moment de la ponte et le récupère au bout de 15 à 21 jours. D'ailleurs, sa plus importante prise de poids s'effectue en 2 jours seulement,
Une fois qu'elle a terminé sa ponte, eh bien, elle va pour le coup s'abreuver longuement, permettant ainsi de compenser les pertes hydriques occasionnées par le dépôt de ses œufs, sachant que dans le cas d'une seconde ponte, eh bien, la reprise du poids est encore plus rapide. Bien. Alors avant de quitter le sol africain, je souhaiterais vous parler d'une nouvelle espèce, voilà, puisqu'il s'agit du Python de Seba, une espèce que j'admire particulièrement bien et que je voudrais voir avec vous. Alors étant originaire d'Afrique, le Python de Seba se retrouve dans près d'une trentaine de pays africains. Alors, habitant de la savane, il peut tout de même se retrouver dans une multitude de milieux différents, tels que les plaines, les zones boisées, les forêts tropicales humides ou les marécages, voire encore les reliefs rocheux. Alors, réputé pour sa grande taille, le Python de Seba est certainement le plus grand serpent du continent africain, puisque sa taille varie de 4 à 6 mètres de long, sachant que certains sujets de 7,5 m ont même été observés à l'état sauvage. Alors étant constructeur, il possède une masse corporelle avoisinant les 100 kg et une longévité d'environ 15 ans. Cependant, certains individus ont même pu vivre jusqu'à 30 ans en captivité. Alors il se caractérise par un corps assez imposant comme vous pouvez l'observer, ayant une couleur qui varie du brun au noir, voire au brun rouge et qui présente des taches et des motifs brun foncé tout le long de son corps. Alors comme la plupart des pythons, le Python de Seba possède des fossettes thermosensibles sur le côté de la tête, lui permettant ainsi de détecter les proies à sang chaud. Alors essentiellement nocturne, il lui arrive tout de même de chasser durant la journée. C'est un serpent qui peut passer beaucoup de temps dans l'eau, qui s'abrite volontiers dans des terriers abandonnés par des mammifères. De plus, le Python de Seba est connu pour être assez agressif, hein, reconnaissons-le. Hein. Effectivement, contrairement aux autres serpents, il ne va pas forcément fuir le danger, mais plutôt l'attaquer. D'ailleurs, en 2013, par exemple, au Canada, 2 enfants ont été tués par cette espèce qui s'était échappée de son terrarium. Bien entendu, la faute de cet accident n'était pas directement liée au comportement de cette espèce, mais plutôt à la négligence de la sécurité de son terrarium provenant de son propriétaire. Bien. Pour ce qui est de son régime alimentaire maintenant, eh bien, sachez qu'il se nourrit principalement de rongeurs, de volailles et de petits mammifères. Alors bien entendu, plus le python sera grand, plus la taille de ses proies seront importantes. Ça va de soi, comme la plupart des serpents. En ce qui concerne le sujet de la reproduction, eh bien, il faut savoir que le Python de Seba se reproduit à partir du mois de février. La femelle peut pondre d'ailleurs de 30 à 50 œufs, voire plus pour les cas exceptionnels. Alors ces derniers mesurent généralement environ 16 cm de long pour une largeur de 9 cm. De plus, la femelle va couver ses œufs pendant environ 3 mois sous une température avoisinant les 30 degrés, au terme desquels l'éclosion s'effectuera. Les juvéniles, quant à eux, mesureront entre 60 et 70 cm de long. Voilà à peu près en ce qui concerne le sujet de la reproduction. Alors il faut savoir que le Python de Seba a été chassé pour sa chair ainsi que pour sa peau avec laquelle des vêtements peuvent être créés et commercialisés. Enfin, il est toujours bon de savoir qu'au sein de la Convention de Washington, eh bien, le Python de Seba appartient à l'annexe 2
dans la réglementation européenne, il appartient à l'annexe B. Il a d'ailleurs été classé dans les espèces dangereuses selon l'arrêté du 21 novembre 1997 où la possession du certificat de capacité et de l'autorisation d'ouverture d'établissement est primordiale pour pouvoir élever cette espèce en captivité. Afin de correctement clore cette petite excursion sur le sentier des savanes, nous rejoignons une espèce très singulière maintenant, qui contrairement à ses prédécesseurs ne se situe pas en Afrique, mais plus particulièrement en Australie, puisqu'il s'agit bien entendu du fameux lézard à collerette. Alors principalement originaire du nord de l'Australie, le lézard à collerette peut se rencontrer dans le territoire du Nord, au Queensland, en Australie occidentale ainsi qu'en Nouvelle-Guinée. Alors habitant des savanes boisées, il se rencontre également dans des forêts tropicales, humides ou tempérées, des steppes ou en pleine brousse. Alors des études australiennes ont même révélé que cette espèce appréciait vivre près d'espèces végétales telles que des eucalyptus suite à la présence de ces termites qui rentrent d'ailleurs en grande partie dans son régime alimentaire. Concernant ses caractéristiques, eh bien c'est assez simple puisqu'il est majoritairement arboricole. Le lézard à collerette peut mesurer jusqu'à 90 cm de long pour un poids de 500 g. Néanmoins, certains sujets peuvent mesurer jusqu'à 160 cm de long, mais bien entendu, il s'agit là d'exceptions. Ce qui est de leur dimorphisme sexuel, eh bien, il est bon de savoir que les mâles sont généralement beaucoup plus imposants que les femelles. C'est une espèce qui se caractérise par une couleur qui varie du brun au gris, et ce suivant sa localisation géographique bien entendu. Sa queue est relativement longue et représente les 2/3 de sa longueur totale. Le corps quant à lui est de forme ovale et il est d'ailleurs assez court. Pour ce qui est de ses membres, notons deux choses. La première, eh bien, ses membres antérieurs sont plutôt courts et composés de 5 petits doigts dotés de griffes. La deuxième, ses membres postérieurs maintenant sont longs, musclés et terminés par 5 doigts, chacun de taille différente. Pour ce qui est de sa tête, maintenant, eh bien, elle se distingue par une taille assez massive et de forme triangulaire. Une collerette jaune est également visible, du moins jaune-orangé, tout dépend des individus. Et elle est visible également sous la mâchoire inférieure, venant se rattacher à l'arrière de la tête. Il doit d'ailleurs son nom à cette collerette, elle-même pourvue de balènes cartilagineuses, tel un parapluie que l'on peut déployer à tout moment, qui n'hésite pas à déployer lorsqu'il se sent en danger. Il ouvre d'ailleurs sa gueule en grand afin de mieux la déployer. Une bouche quant à elle composée de dents assez tranchantes, reconnaissons-le, ainsi qu'une langue de couleur rosée, charnue et collante. Très utile lorsqu'il souhaite s'alimenter. Elle lui permettrait également de capter les particules odorantes dans l'air, puis de les analyser grâce à son organe de Jacobson. Alors, plutôt diurne, le lézard à collerette, de son nom scientifique Chlamydosaurus kingi, passe la plupart du temps perché dans les arbres ou encore près des termitières. Enfin, ses prédateurs sont majoritairement des rapaces, des varans, des serpents, des dingos ou certains aborigènes. Pour ce qui est de son régime alimentaire, eh bien, sachez que cette espèce se nourrit généralement d'insectes tels que des chenilles, des cigales, des fourmis, des sauterelles, des termites, des araignées, voire même de petits lézards. Alors pour terminer avec cette espèce, sachez que la période de reproduction se situe
au début de la saison des pluies, soit au mois de septembre et octobre. Les mâles se battent d'ailleurs violemment entre eux, dressés sur leurs pattes, avec leurs collerettes déployées. Un mois après l'accouplement, la femelle choisit un lieu assez bien ensoleillé d'ailleurs, afin de pondre une douzaine d'œufs dans un sol sablonneux, sachant que la température des œufs influencera sur le sexe des futurs nés. En effet, plus la température sera élevée et plus nous aurons de chances d'obtenir des femelles lors de l'éclosion. En revanche, si la température est plus douce, eh bien les mâles seront davantage présents. L'éclosion, quant à elle, se déroulera en février et à la naissance, les nouveau-nés mesureront aux alentours des 15 cm. Bien, nous en arrivons à présent à la fin de cette petite excursion. Alors pour celles et ceux qui souhaiteraient plus d'informations concernant les espèces que nous venons de voir ensemble, eh bien sachez que vous pouvez retrouver ce cours sous forme écrite et ce sur mon site internet, sachant que son lien est en description. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau cours.